Bonsoir à tous. Donc voilà, je vais vous présenter les règles transfusionnelles chez les patients en cours de greffe de cellules souches hématopoïétiques et plus largement la gestion immunohématologique de ces patients-là. Donc voilà, le traitement de nombreuses maladies hématologiques nécessite le recours à la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc sur le site Horta, pour les greffes de cellules souches hématopoïétiques, on travaille essentiellement avec l'hôpital des enfants. Et donc, à l'UDEF, entre 2013 et 2021, en moyenne, 17 greffes de cellules souches hématopoïétiques ont été réalisées par an, avec diverses indications comme des leucémies aiguës lymphoblastiques, des leucémies aiguës myéloïdes, des drépanocytoses, des myélodysplasies, etc. Les allogreffes de cellules souches hématopoïétiques tiennent compte de la compatibilité HLA entre le donneur et le receveur. Les différences d'antigènes érythrocytaires, quant à eux, ne constituent pas une contre-indication à la greffe. La transmission héréditaire des groupes sanguins est indépendante de celle du système HLA. Il en résulte que les patients HLA compatibles ne sont pas forcément ABO compatibles. Et donc, environ 15 à 20% des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques sont réalisés en situation d'incompatibilité ABO entre le donneur et le receveur. Donc, avant la greffe, le patient subit un traitement de conditionnement qui est à l'origine d'une insuffisance médulaire et la réinjection du greffon hématopoïétique à l'eau ou autogénique va permettre la repopulation in vivo de la moelle osseuse à partir des cellules souches du donneur. Et donc, le traitement de l'anémie et de la thrombopénie induite va faire appel à la transfusion érythrocytaire et plaquettaire quasi systématiquement lors des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Les besoins transfusionnels dépendent du type de conditionnement, s'il est myéloablatif ou pas. Et la gestion immunohématologique de la compatibilité ABO est complexe puisqu'il faut tenir à la fois, pour le choix donc, des produits sanguins labiles, à la fois du donneur et du receveur. Cette situation de chimérisme biologique peut être à l'origine de complications immunohématologiques allant de J0 à plusieurs semaines ou mois après la greffe. Et donc, quelles sont les situations de compatibilité ou d'incompatibilité immunohématologique? Tout d'abord, on a la compatibilité ABO dans laquelle le groupe du donneur est identique au groupe du receveur. Il s'agit de 66% des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques. Puis on a les incompatibilités de type majeur dans lesquelles le receveur possède des anticorps ABO dirigés contre les antigènes érythrocytaires du donneur. Il s'agit de 15 à 20% des greffes de cellules souches hématopoïétiques dans la population caucasienne. Puis on a les incompatibilités ABO de type mineur, dans lesquelles, là, c'est le donneur qui possède des anticorps ABO dirigés contre les antigènes érythrocytaires du receveur. Et il s'agit de 10 à 15% des greffes de cellules souches hématopoïétiques. Et puis on a les incompatibilités de type mixte, qui combinent à la fois une incompatibilité de type majeur et une incompatibilité de type mineur. Et donc, voilà, ici on a un schéma récapitulant ces différentes situations. Et donc, on a la compatibilité ABO dans lequel le groupe du donneur est identique au groupe du receveur. On a l'incompatibilité ABO majeure dans lequel le receveur, par exemple ici O, a des anticorps anti-A dirigés contre le donneur. Les incompatibilités de type mineur dans lesquelles le donneur, par exemple ici A, il a des anti-B dirigés contre le receveur. Et les incompatibilités de type mixte dans lequel le donneur A ici a des anti-B dirigés contre le receveur et le receveur B a des anti-A dirigés contre le donneur. Et donc, quelles sont les complications immunohématologiques liées à cette incompatibilité? Dans les incompatibilités de type majeur, on a 40% de COMS directs positifs. Donc, les anticorps du receveur peuvent se fixer sur les antigènes érythrocytaires du donneur, ce qui peut induire des réactions hémolytiques précoces. Dans 10% des cas, on peut observer des réactions hémolytiques transfusionnelles différées. Et les incompatibilités de type majeur sont associées à une augmentation des besoins transfusionnels en globules rouges, mais ils sont aussi associés à une reprise tardive de l'érythropoïèse. Dans les incompatibilités de type mineur, on observe une hémolyse dans 10 à 15% des cas. Et on peut observer parfois des hémolyses graves suite à des greffes de cellules souches périphériques. Pour les incompatibilités de type mixte, là, on retrouve à la fois les complications des incompatibilités majeures et les complications des incompatibilités mineures. Afin de prévenir l'hémolyse à l'injection du greffon, on va procéder à une désérythrocytation du greffon dans les incompatibilités de type majeur. Donc, on va retirer les globules rouges. Et le principal inconvénient, c'est qu'on perd une quantité importante de cellules souches hématopoïétiques, ce qui peut induire l'échec de la greffe.
Dans les incompatibilités de type mineur, on va procéder à une déplasmatisation du greffon, surtout lorsque les titres des anticorps est supérieur à 1 sur 256. Et dans les incompatibilités de type mixte, on va procéder à la fois à une désérythrocytation et une déplasmatisation du greffon. Quels sont les examens immunohématologiques réalisés au laboratoire? Et donc, avant la greffe, chez le receveur et chez le donneur, on va procéder à un groupe sanguin ABO, le phénotype RHKL, le phénotype érythrocytaire étendu. On va faire une recherche d'anticorps irréguliers, un titrage des anticorps anti-A et ou anti-B, un COMS direct et un génotypage si on suspecte la présence de variants ou qu'on ait des difficultés avec le phénotype érythrocytaire. Après la greffe, pour les incompatibilités majeures, on va faire un groupe ABO à la recherche de l'activité du greffon, un titrage des anticorps anti-A et ou anti-B, et un COMS direct suivi éventuellement d'une élution. Quand, soit à la sortie de l'aplasie du patient, soit à la demande du clinicien en fonction de l'état du patient. Et cela dans le but de dépister, en cas de chimérisme médulaire, un conflit entre les anticorps du receveur et les antigènes du donneur. Pour les incompatibilités de type mineur, on va réaliser des COMS directs et des recherches d'anticorps irréguliers avant chaque transfusion pour dépister éventuellement une hémolyse sévère et précoce. Quelles sont les consignes transfusionnelles? Tout d'abord, on va irradier les poches. Il s'agit d'une transformation systématique et obligatoire, définitive pour les allogreffes et d'environ 1 an pour les autogreffes. Et cela pour prévenir les réactions de graft versus host post-transfusionnelles. Ces recommandations sont applicables dès J1 et à suivre même à distance de la greffe, sauf si on a dérogé ou de non-prise de la greffe. Et donc, pour choisir les globules rouges, il ne faut pas transfuser des globules rouges possédant un antigène ABO reconnu par les anticorps du donneur ou du receveur. Si la RAI est négative, donc on n'a pas d'allant anticorps chez le receveur, on respecte, si possible, les antigènes absents du donneur et du receveur. Et en cas de difficulté, on respecte en priorité le phénotype du donneur. Si par contre la RAI est positive et qu'on a des allants anticorps d'intérêt transfusionnel, là on va transfuser en phénotype identique. Pour le choix des plasmas, il ne faut pas transfuser de plasma contenant des anticorps reconnaissant des antigènes hémacides du couple donneur-receveur. Et pour le choix des plaquettes, c'est la même chose que pour le plasma, sauf si le receveur a des anticorps anti-HLA positifs. Alors le respect de ces anticorps primera sur les consignes liées au groupe sanguin. En cas de thrombopénie réfractaire, on va calculer le corrected count increment, donc c'est le rendement plaquettaire, à 1 heure et à 24 heures. Si ce rendement est inférieur à 5000, suite à 2 transfusions séquentielles ABO compatibles avec des plaquettes fraîches de moins de 72 heures, donc ça c'est un élément très important, que ce soit 2 transfusions séquentielles des ABO compatibles et des plaquettes fraîches, on peut alors conclure à une inefficacité transfusionnelle. Et il faudra alors distinguer entre une thrombopénie de surconsommation et une thrombopénie par immunisation. Et la cause immunologique est retenue qu'après élimination des autres causes. Et donc, dans cette situation, si on a des anti-HLA ou des anti-HPA positifs, on évite de transfuser. Et si on transfuse, alors il faut transfuser en HLA et HPA compatibles. Si par contre les anti-HLA et les anti-HPA sont négatifs, il ne faut pas transfuser en prophylactique. Et en situation hémorragique, on transfuse soit avec des poules plaquettaires, soit avec des capes plaquettaires, en ABO compatible, selon un protocole de transfusion continue, c'est-à-dire qu'on donne 4 unités toutes les 4 heures durant 24 à 48 heures. Et donc, en pratique, pour choisir les produits sanguins labiles, on a des tableaux comme celui-ci qui nous aident. Et donc, en fonction du receveur, en fonction du donneur, on a une orientation donc, pour le choix des globules rouges, des plasmas et des plaquettes. Donc, le rôle du biologiste, un des rôles très essentiels, c'est de constituer le dossier transfusionnel du patient. C'est un document de synthèse qui est établi au moment de la greffe et qui résume les consignes transfusionnelles. Il substitue et annule tout document antérieur à la greffe. Il est indispensable pour le choix des produits sanguins labiles, leur distribution et leur transfusion. Et donc, ce dossier reprend l'identité du receveur et du donneur, les caractéristiques immunohématologiques des deux, la date du début du conditionnement, la date de la greffe, le type de la greffe et l'indication, ainsi que le protocole transfusionnel pour le choix des produits sanguins labiles. Et donc, en pratique, on reçoit ce document de la part des cliniciens avec le type de la greffe, l'identité du receveur, l'identité du donneur, leur groupe sanguin,
l'indication de la greffe, la date de la greffe et la date de conditionnement. Et donc, c'est aux biologistes de choisir les produits sanguins labiles, donc d'établir les nouvelles consignes transfusionnelles. Et donc, dès qu'on reçoit ce document, il faut encoder ces informations dans notre liste et encoder un attribut d'irradiation et un attribut de greffe qui vont nous forcer à choisir des poches donc irradiées pour la suite des transfusions chez ces patients. Donc, on sécurise les prochaines transfusions. Et on va encoder un MISPL dans notre liste, donc, dans laquelle on va entrer la date du début de la greffe, le groupe avant la greffe, le groupe après la greffe, le phénotype étendu du donneur, ainsi que l'avis transfusionnel. Et donc, dans l'avis transfusionnel, on va récapituler tout, on va mettre l'indication, la date de conditionnement et la date de la greffe, ainsi que donc le groupe du receveur et du donneur, ainsi que les nouvelles consignes transfusionnelles. Attention, donc chez les patients drépanocytaires, c'est une petite particularité. Quand on a des receveurs ou des donneurs de la fratrie, on retrouve souvent donc, en sérologie, on suspecte des variants antigéniques qu'il faut vraiment bien confirmer en biologie moléculaire pour pouvoir adapter la consigne transfusionnelle en conséquence. Donc ici, par exemple, on a un C variant chez un patient, chez le donneur du patient drépanocytaire. Donc il a fallu adapter la consigne transfusionnelle. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci au Dr Laurence de Decken pour son aide et ses conseils. Et surtout, merci à l'équipe du laboratoire d'immunohématologie.